Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Pour toute l'actu-tech, vous avez le replay qui se trouve dans la description juste en dessous. On parle longtemps de tech en live sur Twitch tous les matins. Maintenant, c'est la fin de journée. On a quelques minutes, c'est parti. Commençons avec Sonos et deux actualités. La première, c'est l'officialisation des nouvelles Symfonisk, des lampes en collaboration avec Ikea qui commence à 130 euros et avec un design plutôt sympa. Je vous rappelle du coup que vous aurez un mélange de lampes et d'enceintes connectées made in Sonos. Et je vous rappelle également que nous avons testé il y a quelques jours l'autre collaboration avec Ikea qui était un cadre. Ce coup-ci. Sonos qui ne s'arrête pas là, puisque Sonos a également un petit peu ouvert et poussé un petit coup de gueule, ouvert sa grande bouche pour dire qu'ils n'étaient pas très contents, notamment contre Google. Pourquoi? Puisque les produits Sonos prennent en charge différents assistants, comme Alexa et le Google Assistant par exemple, et Sonos aimerait bien que vous puissiez utiliser de manière indifférente et de manière transparente et fluide les deux assistants selon votre envie et que vous dites Super Alexa ou Hey Google, eh bien votre enceinte, grâce à un système qui s'appelle Concurrency, interrogera le bon assistant selon vos demandes. C'est quelque chose qui est plutôt accepté par Amazon mais qui n'est pas du tout accepté par Google, qui mettrait la pression et qui a mis la pression sur Sonos pour repousser cette fonctionnalité. Google s'est évidemment expliqué dans un langage langue de bois sur 20 pour expliquer qu'ils aiment bien l'interopérabilité, ils adorent tout le monde, mais qu'à la fin, il faut être sûr que tout se passe bien pour leurs utilisateurs et pour l'expérience utilisateur et qu'évidemment, ils peuvent protéger votre vie privée, bien sûr. Hmm. Passons maintenant à un clavier, peut-être déjà mon meilleur clavier de l'année. C'est un clavier qui a été produit par la plateforme Stack Overflow, bien connue des développeurs. Je vous rappelle, le 1er avril, ils avaient lancé The Key, qui était un mini clavier 3 touches qui vous permettait de copier-coller. Évidemment, c'était un poisson d'avril, mais les meilleurs poissons d'avril ne sont pas ceux qui s'arrêtent vite, ce sont ceux qui deviennent réalité. Et ils ont collaboré avec la plateforme Drop pour sortir le vrai clavier. 29 dollars avec un usinage de la coque en aluminium, des switches Kale, bref, de la très bonne cam pour un gag quand même. Mais je trouve que ce serait un très bon cadeau à faire pour un ou une collègue à côté de vous. Passons maintenant au smartphone avec des rumeurs des 3 incontournables. On va parler d'iPhone, on va parler de Galaxy, on va parler de Pixel. On commence avec l'iPhone. Je vous rappelle que ce très bon téléphone qui est l'iPhone mini, il va très certainement disparaître l'année prochaine. La faute à des ventes insuffisantes, à moins que l'iPhone 13 mini cartonne. Mais bon, en attendant, il serait sorti des projets d'Apple, on le savait depuis des mois. Aurait-il un remplaçant? Non, et c'est même l'inverse, puisque les premières rumeurs annoncent le retour d'un iPhone entrée de gamme chez Apple, bref, un iPhone normal, grand, qui serait l'iPhone Max tout simplement. Et nous aurions du coup un line-up assez simple qui serait l'iPhone Pro, l'iPhone Max et l'iPhone Pro Max, et donc 4 appareils, 2 tailles d'écran, 6,1, 6,7 pouces, qui confirment encore une fois qu'aujourd'hui, en 2021 et en 2022, les gens qui achètent des téléphones veulent surtout des grands écrans et pas des petits. Désolé pour moi. On enchaîne du côté de chez Google avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui se font attendre. Je vais taper dans la table tous les jours tant qu'ils n'arriveront pas. Google continue à faire la pub des téléphones qui n'ont toujours pas présenté. C'est absolument génial. Et ils viennent de se payer une double page dans le New York Times pour vous montrer ces téléphones et aussi l'interface Android 12 avec le fameux Material You. Je vous rappelle qu'Android 12 arrive dans quelques jours et qu'on n'a toujours pas de date pour ces téléphones. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là puisque, selon certaines rumeurs reportées par mon collègue Henri, ces téléphones devraient avoir un tarif plus doux qu'on aurait pu le craindre. On avait notamment peur que ces téléphones, avec leurs spécifications très haut de gamme, se posent dans des tarifs très haut de gamme et au-delà des 1000 euros. Il n'en serait rien puisque le Google Pixel 6 débuterait à 550 euros, ce qui est vraiment moins cher que prévu. Et le Google 6 Pro, lui, démarrait à 900 euros, ce qui serait un sacré premium de 350 euros supplémentaires pour quelques améliorations côté écran et côté appareil photo. À voir si ça se justifie. Je vous rappelle qu'on n'a pas tous les détails encore, notamment du SoC Tensor, qui est le SoC maison de chez Google. À voir aussi combien coûteront ces téléphones avec leurs différentes capacités de stockage, mais on pourrait quand même avoir un Pixel à plus de 1000 euros dans sa version la plus haut de gamme. Restons dans les téléphones très haut de gamme avec le Galaxy S22 Ultra de chez Samsung qui pourrait être annoncé en début d'année prochaine. Je vous rappelle que cette photo avait beaucoup fait réagir avec son nouvel îlot photo supposé, c'est supposé mais de manière assez fiable puisque on parle de 2 fuiteurs assez connus, Onyx et Universe Ice, avec un îlot photo en forme de lettre P. On a une update et peut-être qu'en fait finalement
Cet îlot photo garderait la forme globale d'une lettre P, mais divisée en deux avec deux îlots photo. Alors vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez des deux. Moi je peux vous dire que ma réponse c'est que je préfère le design du S21 Ultra, tout simplement. Passons maintenant à l'automobile avec une actualité un peu étonnante. Ferrari aurait signé un accord de plusieurs années avec Jonathan Ive. Johnny Ive, le designer légendaire de chez Apple, qui je vous rappelle est parti pour créer sa propre compagnie, Love From. Il continue à travailler avec Apple. Mais voilà, avec son pote Mark Newson, ils ont leur propre studio de design. Et les voici avec Exor, la maison mère de Ferrari, pour plusieurs collaborations avec d'autres marques d'Exor, notamment des marques de luxe et la Juventus de Turin. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ils collaboreront avec Ferrari. Est-ce que ce sera une voiture? Est-ce que ce seront des produits dérivés? Est-ce que ce seront certaines parties, genre peut-être, je sais pas, les roues, le tableau de bord, le pommeau de vitesse, ça existe encore dans le futur? À voir. Je suis impatient surtout de voir Jonathan nous décrire tout ça avec sa voix ASMR sur 20. On continue avec une voiture, vous allez voir, elle n'a pas été designée par Jonathan, elle est bleue, un peu criard, mais elle est importante aussi. C'est une Ford Mustang E-Mach qui vient de passer avec succès les tests de la police de Michigan et qui deviendrait du coup le premier véhicule 100% électrique de la police aux États-Unis. Ils sont plutôt satisfaits puisque évidemment vous avez en termes d'accélération, en termes de tenue de route et de vitesse de pointe, une voiture électrique ça se pose plutôt là. On attend de voir aussi si Ford apportera des modifications puisque je vous rappelle que les voitures de police sont souvent des voitures civiles modifiées d'un point de vue suspension, freinage et puissance de moteur pour les besoins de la police. Mais ça annonce des courses-poursuites dans les films et les séries télé de demain plutôt silencieuses. Passons maintenant dans l'actualité de nos GAFAM et de nos grandes plateformes avec des confessions assez étonnantes de la part de Satya Nadella, je vous rappelle le PDG de Microsoft, qui revient sur l'épisode un peu surréaliste du rachat de TikTok par une entreprise américaine. Je vous rappelle que dans la grande guerre politico-économico-techno et réseaux sociaux que se livraient les États-Unis, notamment avec Donald Trump et la Chine, eh bien Donald Trump avait sous prétexte que TikTok était peut-être une menace pour la sécurité des États-Unis, obligé ByteDance à revendre sa branche globale à une marque américaine. Et du coup, eh bien, TikTok était venu contacter Microsoft, qui était plutôt du genre à racheter LinkedIn que TikTok, pour les racheter et faire des choses ensemble. Sur le coup, ça avait été vraiment bizarre et Satya Nadella ne s'y attendait pas, mais ça l'avait dit, il y avait quand même des ponts intéressants avec notamment le cloud et l'intelligence artificielle que TikTok utilise beaucoup. Finalement, je vous rappelle que c'est parti en eau de boudin et que rien ne s'est fait, mais Satya Nadella rappelle que c'est l'épisode le plus étrange de sa carrière et le plus surréaliste. C'est sûrement pas l'effet TikTok, mais plutôt l'effet Donald Trump. On reste aux États-Unis et justement à la guerre entre les États-Unis et la Chine. Et le gouvernement américain, par contre, celui de Joe Biden, n'a pas arrêté la lutte contre notamment la liste noire des fabricants et des constructeurs qui, selon lui, constitue une menace pour l'État américain, pour la sécurité des infrastructures américaines. Huawei et ZTE sont toujours sur cette liste noire et ces équipementiers sont en train de se faire dégager des États-Unis. Pour cela, le gouvernement débloquerait 1,9 milliard de dollars pour aider notamment les petits opérateurs de moins de 10 millions d'abonnés à changer leurs équipements, que ce soit leurs modems ou leurs antennes, et passer évidemment à autre chose que du Huawei ou du ZTE. Bref, c'est pas prêt de s'arranger pour ces constructeurs et ils ne sont pas prêts de revenir sur des territoires américains, voire occidentaux, puisqu'une mesure équivalente pourrait avoir lieu en France. On vous rappelle, cet article de ZDNet vous rappelle que notamment Bouygues Telecom et SFR sont équipés en Huawei et demanderaient eux également 2 milliards de dollars à l'État français s'ils devaient faire un remplacement forcé de leurs équipements. Affaire à suivre. Passons maintenant du côté des AirTags d'Apple. Vous savez, ces petits boutons qui sont en fait des trackers intelligents. Eh bien, le site Krebs on Security, qui est un des sites références du genre, vient de découvrir une possibilité de hack de ces appareils. Je vous rappelle que lorsque vous déclarez que votre AirTags est perdu, enfin l'objet autour duquel il est attaché est perdu, quelqu'un qui passe à proximité d'un AirTags va recevoir une alerte sur son téléphone pour dire que vous êtes à côté d'un objet perdu volé. Et vous pouvez en tout cas cliquer sur le lien pour peut-être contacter la personne. On s'est rendu compte qu'en injectant du code malicieux dans ces AirTags, on pouvait évidemment changer l'URL et orienter les bons ou les bonnes samaritaines qui voudraient vous aider vers des sites de phishing ou de scam. Apple est déjà dessus, mais en attendant, faites très attention lorsque vous tomberez sur un AirTags perdu. Ils ne sont peut-être pas sécurisés à 100%, et puis la menace vaut peut-être pour les équivalents, notamment chez Samsung et chez Tile. Passons maintenant un petit peu de culture avec de la SVOD du gaming et un article notamment du Figaro qui revient sur la pression grandissante. Est-ce que c'est une pression over 9000 ? Peut-être, mais les plateformes de SVOD se battent pour avoir toujours plus d'animations japonaises qui cartonnent.
tonnes. Sugoi, Netflix et Amazon sont très agressifs et viennent menacer les entreprises et les plateformes dédiées de type Crunchyroll. Et on voit notamment ici JoJo Bizarre Adventure, qui est une des grosses sorties chez Netflix, qui a récupéré cette licence prestigieuse à Crunchyroll. Crunchyroll qui également s'est rapproché de Sony, mais les budgets sont en train d'augmenter, les coûts des exclusivités sont en train d'augmenter et bientôt on aura une grande bataille pour savoir où aller voir ses séries animées préférées. Un très bon article de la part du Figaro. On va passer maintenant au gaming avec la fameuse Switch OLED. Je vous rappelle qu'elle arrive dans quelques jours, début octobre, qu'on pourra vous en parler en tout cas dans quelques jours, mais que nos collègues de chez CNET.com ont été malins. Ils ont profité d'une présentation de Metroid Dread qui lui n'est pas sous NDA pour vous parler en fait de leur ressenti sur la Switch OLED. Et bien pour eux évidemment l'écran est très agréable. Je vous rappelle qu'on passe d'un LCD 6,2 à un OLED 7 pouces. Il est évidemment plus lumineux aussi. Les Joy-Con sont globalement les mêmes, ils n'ont pas changé. Question de compatibilité oblige. Aura-t-on un Joy-Con Drift? C'est très possible. Et pour le reste, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est la fameuse béquille qui ressemble aujourd'hui plus à une béquille de Surface Pro de chez Microsoft plutôt que l'ancienne béquille qui était, on va pas se mentir, mal foutue. Je vous rappelle ce modèle premium qui arrivera à 350 € dans quelques jours chez nous. On reste sur la Switch, et là je vous parlais de la Switch OLED, mais est-ce que je vous ai parlé de la Switch 4K? Oh oui, dans d'autres émissions je vous en ai parlé puisque c'était un peu un serpent de mer du monde du gaming et de la tech. On a vu passer des rumeurs, des références, etc. sur cette Switch. On l'attendait depuis 2020, elle n'est jamais arrivée. Bloomberg a relancé hier avec une pièce dans la machine. Ils sont sûrs qu'une Switch 4K circule ou circulait jusqu'à très récemment dans notamment au moins 11 studios de jeux vidéo, dont Zynga, avec des instructions pour préparer des jeux qui auraient des assets en résolution 4K. Cette enquête a fait tellement de bruit que Nintendo eux-mêmes, qui ne sortent pas souvent un peu de leur tanière, sont sortis de leur tanière avec un démenti officiel expliquant à leurs clients mais aussi leurs investisseurs qu'il n'y a pas de Switch 4K à l'horizon. Cette enquête n'est pas vraie, alors ils ne donnent pas de détails et dans un autre communiqué auparavant, ils ne voulaient pas dire ce qui était vrai ou pas vrai, ce qui sous-entendait que des choses pouvaient être vraies et d'autres fausses, voilà, et ça vous laisse à peu près tout exprimer ou tout contre-exprimer dans le grand art de la communication de crise. Mais ils se sont ensuite fendus d'une deuxième petite réponse qui dit que, en tout cas, comme nous l'avons annoncé en juillet, nous n'avons pas de plan pour une autre Nintendo Switch que le modèle OLED, la normale et la mini en tout cas. Rendez-vous en 2022. Je vous rappelle que selon l'enquête de Bloomberg, ces kits de développement en 4K existent et que ce qui freine Nintendo, c'est surtout des problèmes d'approvisionnement, puisque je vous rappelle la pénurie des chipsets. Aura-t-on en tout cas assez de chipsets pour stocker notre cerveau? Je vous ai montré tout à l'heure le petit clavier copier-coller qui était très mignon, mais Samsung il voudrait faire copier-coller avec notre cerveau. Ils sont en train de travailler avec l'université de Harvard notamment pour trouver une interface et pour stocker tout notre cerveau sur des puces flash, des puces de SSD. Il en faudrait un sacré paquet puisque, selon cet article traduit par Romain Chaland, notre cerveau contiendrait déjà une petite centaine de milliards de neurones et 100 000 milliards en fait, de connexions synaptiques. Il faudrait du coup une puce qui aurait 100 000 milliards d'unités de mémoire. Ça n'arrivera évidemment pas demain, on fera des progrès côté SSD pour stocker tout ça, mais en tout cas, le système de Samsung d'interfacer votre cerveau avec un SSD globalement pour vous la faire un peu rapide, eh bien il avance et on se donne rendez-vous dans quelques années pour se copier-coller. Voilà en tout cas pour l'essentiel de l'ActuTech en quelques minutes. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a la conférence Fairphone dont je vous parlerai dès demain avec un petit résumé du Fairphone 4. En attendant, nous avons aussi des tests sur le site. On ne s'arrête jamais de tester des choses. Un ordinateur portable, évidemment, le HP Pavilion 15EH 1000 SF qui a une jolie couleur bleue mais une finition pas tip top. Dans le genre jolie couleur mais finition pas tip top, un boîtier hybride de chez Nikon, le ZFC, qui est en gros un Z50 remaqué dans un appareil un peu plus rétro. Les amoureux du Nikon DF s'en rappelleront. Nous avons évidemment le test de l'iPhone 13 Pro Max qui prend la max dans quasiment toutes les catégories et surtout celle du poids puisque ce beau bébé pèse 240 grammes. Et enfin dans le genre la max, nous avons commencé à tester le Xiaomi 11T Pro mais surtout son système d'hypercharge à 120 watts qui tient ses promesses puisque nous pouvons le recharger entièrement en 20 minutes, à 60% en 10 minutes et les températures, en tout cas pour l'instant, ont l'air d'être respectées. Donc tous les systèmes de sécurité qui n'enverraient pas ce téléphone en flammes ont l'air de tenir.
On vous en dira plus lors du test complet du téléphone et puis peut-être sur un test à plus long terme là-dessus. On se retrouve demain en fin de journée évidemment pour un condensé et demain à 11h pour un live un peu plus long. Ciao et merci d'être fidèles.